Yvous me dit « Quelle est la vraie valeur de Saint-Étienne? J'ai du mal à lire cette étonnante équipe qui se fait éteindre à Nice 8-0, mais qui bat Auxerre Strasbourg et tient tête à Nantes tout en perdant à Angers. Quel est le niveau de cette équipe et peuvent-ils se sauver ?» Pour être tout à fait franc, je n'ai pas été ébahi par la prestation stéphanoise contre Strasbourg. D'abord parce que Strasbourg a complètement raté son match. Et puis parce que Saint-Étienne n'a rien fait de génial. Saint-Étienne, ils sont restés quand même très regroupés derrière, ne cherchant même pas à aller chercher Strasbourg au pressing. Donc voilà, effectivement, je pense qu'ils pourront arracher quelques victoires en renouvelant ce genre de performance. Je pense surtout que s'ils veulent commencer à faire du jeu, ils s'exposent à de cruelles déconvenues. Peuvent-ils se sauver ? Globalement, oui, dans l'absolu, ils peuvent, d'autant plus que c'est quand même un club qui, avec les nouveaux propriétaires, peut avoir des moyens pour se renforcer au mercato hivernal. Mais en l'état actuel des choses, ce sera quand même dur jusqu'au bout. Yvous me dit, si on acte le fait que Kolo Muani est sorti des tablettes de Luis Enrique, PSG lâche rarement ses joueurs au mercato d'hiver, mais y a-t-il une petite chance qu'on le libère, ne serait-ce qu'en prêt? À quel point de chute verrais-tu pour lui dans l'urgence? Moi, je suis choqué que Kolo Muani soit même pas rentré 10 minutes contre Lens à domicile, qu'on lui préfère Asensio, Kang-in Lee, Doué. Je trouve qu'on est presque dans l'acharnement contre lui. C'est pas possible qu'un mec qui a réussi un doublé en sélection n'ait même pas une seconde de temps de jeu avec son club. Après, on le sait, hein, le rêve de football de Luis Enrique, c'est un football sans avant-centre. Et il est évident que Randall ne peut pas jouer ailleurs qu'en tout cas en attaque. Il peut jouer aussi sur un côté. Il a quand même coûté 80 patates et je regrette qu'on l'utilise comme ça. Enfin, qu'on l'utilise plus du tout comme ça, alors encore une fois qu'il est performant en sélection. Alors je veux bien que ce soit pas le même jeu, ce soit pas la même équipe, mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre les deux. Johnny Domar me dit, Pierre Sage a déclaré que la décision de la non-titularisation de Lopez n'était pas de son fait, l'entraîneur ne devrait pas être souverain dans la gestion de son effectif. Bah non, parce que parfois tu as des choix de club qui sont surtout financiers, qui font qu'effectivement il y a des joueurs qui doivent être écartés. Après, je pense que Lyon n'a pas bien manœuvré dans cette histoire. Je pense que malgré tout, il y a eu un manque de respect envers Anthony Lopez, qui a rendu l'appareil au club en étant du coup en traînant les pieds pour partir, alors qu'il en aurait eu l'occasion. Donc voilà, je pense que les torts sont partagés dans cette histoire. Johnny Domar, encore, me dit, dans plusieurs de tes commentaires, tu dis qu'on ne devrait pas exiger des jeunes qui soient forts et athlétiques. Or, le milieu du PSG, qui ne l'est pas du tout, motive actuellement de fortes critiques de ta part. N'y aurait-il pas des opinions contradictoires? Non. Non, parce que en tout, l'excès est nuisible. Xavi et Iniesta, il ne faut pas oublier que lorsqu'ils étaient au milieu de terrain, il y avait soit Yaya Touré, soit Busquets, qui étaient pour le coup des joueurs beaucoup plus athlétiques. Voilà, il faut un panaché. Je pense que effectivement, tu peux jouer avec Vitinha, avec Neves, avec Zahir Emery, mais qu'il faut quand même avoir un joueur qui a une dimension athlétique supérieure, qui pourrait être Fabien Ruiz s'il n'était pas toujours en tongue avec le PSG. Je pense qu'il y a un souci, que l'excès est nuisible en tout. Tu peux pas avoir que des colosses, mais tu peux pas avoir que des petits, parce que tu te fais bouffer au niveau européen. Gaëtan Petit me dit, génial le deuxième face à Pierrot dans la semaine, merci. Alors, il n'y aura pas de face à Pierrot jeudi, puisqu'on est une semaine de Coupe d'Europe. Il n'y en aura pas la semaine prochaine, parce que jeudi, il y a France-Israël. Mais effectivement, dès qu'on aura une semaine creuse, je ferai 2 face à Pierrot dans la semaine, puisque ça a très bien marché. Merci pour ça. Donc la suite de la question de Gaëtan. Je trouve que Will Steele apporte beaucoup de nervosité à son équipe du fait de ses sans cesse invectives envers le corps arbitral ou le banc adverse. Et je trouve que cela fort néfaste au RC Lens, d'où la nervosité des Artésiens sur le terrain et l'expulsion. C'était déjà le cas à Reims, qu'en penses-tu? J'ai déjà eu l'occasion de dire que je trouvais que Will Steele avait un melon
assez invraisemblable. Je trouve que depuis qu'il est à Lens, il a fait des efforts dans ce domaine. Donc ça, c'est un bon point pour lui. Mais effectivement, il y a cette nervosité. Et vous savez, toujours incriminer l'arbitre ou les autres, c'est aussi une manière de ne pas, comment dirais-je, se pencher sur les problèmes de ton équipe. Mais en même temps, il est très jeune, Will Steele, donc il y a des choses qu'il faut qu'il apprenne aussi. Martine me dit pourquoi le revers à une main disparaît petit à petit du monde du tennis. Il a de moins en moins de joueurs qui jouent ce coup pourtant efficace et tellement élégant. Qui est pour toi le plus beau revers à deux mains? Moi je vote Zverev et Nalbandian. Moi quand je joue au tennis, j'avais un revers à une main. Bon, en même temps je suis vieux, donc quand j'ai commencé, le revers à deux mains commençait un peu avec Borg, puis Wilander, puis les joueurs qui ont suivi. Bien évident que tu as une puissance à deux mains que tu n'as pas à une main, et il est évident que Nadal a construit énormément de ses victoires contre Federer en jouant sur son revers à une main. Et peut-être que si Nadal avait été droitier, il aurait peut-être remporté moitié moins de victoires contre Federer avec ça. Je pense que de toute façon, si tout le monde joue avec un revers à deux mains aujourd'hui, c'est que de toute façon, le revers à une main, il est mort et enterré. Il y a très très peu de joueurs. Il y avait Dominic Thiem qui arrivait quand même avec un revers à deux mains, à une main de très haut niveau, qui arrivait quand même à performer. Mais bon, je pense qu'il faut oublier le revers à deux mains. Alex Pénon, qui comme toutes les semaines m'envoie un pavé. Deux éducateurs de l'US Colomiers ont vu leur voiture brûlée par un parent dont l'enfant n'avait pas été retenu pour un tournoi. La maison de l'an 2 a été endommagée et sa famille a dû être évacuée. On parle beaucoup du milieu professionnel, mais les violences et agressions sont de plus en plus nombreuses dans le milieu amateur, arbitres et éducateurs étant de plus en plus pris pour cible. Le foot amateur est-il en danger? Et comment expliquer cette folie autour des terrains, y compris dans les plus petites catégories? J'ai eu un des dirigeants de Colomiers en dialogue hier sur Twitter avant le match Nantes-Marseille. La violence dans le foot amateur, c'est malheureusement quelque chose de pas nouveau. Je me souviens, il y a longtemps, j'étais allé faire un Martigues-PSG. Martigues était en Ligue 1 et il y avait un match entre Septem et un club et Martigues en jeunes. Et ça a terminé en pugilat et en bagarre générale, alors que c'était un match de levée de rideau. Puis les mecs s'en foutaient que ce soit dans le stade de Ligue 1, ils se sont tapés comme des voyous. On dit souvent, quand il y a des bagarres entre supporters, que c'est le reflet de la société, mais le reflet de la société, il va évidemment beaucoup plus loin que les bagarres entre supporters dans les stades de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ça va, bien sûr, dans le match où tu fais pas jouer mon fils, je vais te péter la gueule. Il y a aussi beaucoup de parents qui pensent qu'ils ont enfanté le prochain Messi et qui n'ont aucune lucidité. C'est des problèmes, mais le problème c'est que pour contrecarrer tout ça, il faut des moyens, et que le football amateur, des moyens n'en ont pas. Ce qu'il faut, effectivement, le dirigeant que j'ai eu hier m'a dit que le club avait fait grève et qu'il n'allait disputer que les matchs obligatoires pour la Fédé, mais que tous les autres matchs avaient été annulés par le club. C'est triste, c'est inquiétant, mais j'avoue que j'ai pas de solution. Jeannot MQE me dit, petite question hors football, quelle est la région de France, ta région de France préférée? La Bretagne, c'est où je vis. Mon père était d'origine brestoise. Bon, très franchement, j'adore la région brestoise, mais j'aurais jamais vécu à Brest parce que, un, la ville est trop moche, et deux, il fait trop mauvais. Là, je suis quand même 350 km plus bas que Brest, et le temps est quand même plus clément. Et il ne fait pas les chaleurs accablantes qu'il y a dans le sud l'été, que je ne supporterai pas. Johnny Domar me dit, de nombreux supporters parisiens et une certaine presse affirment que Neves est le digne successeur de Verratti. Penses-tu la même chose? Alors là, je me marre parce que j'avais dit ça, et les supporters parisiens, toujours très éclairés, m'étaient tombés dessus en me disant ça n'a rien à voir, le style est totalement différent, et aujourd'hui tout le monde le compare à Verratti, donc ça prouve que je n'avais pas dit une telle connerie. Digne successeur de Verratti, il faudra voir, parce que Verratti il a performé longtemps sous le maillot du PSG. Neves, ça fait que quelques mois, mais effectivement c'est un joueur intéressant. Eric Gauthier me dit, DAZN bloque les buts de Ligue 1 alors que l'équipe 21 diffuse des matchs de Serie A, et c'est incongru.
Alors, ce qui est incongru, c'est surtout que DAZN bloque les buts de Ligue 1, c'est-à-dire tu as un produit et tu empêches les gens d'y goûter pour avoir envie d'y revenir. Et tu en fais un produit exclusif, qui est une connerie, puisqu'on sait très bien qu'avec l'IPTV, il y a des centaines de milliers de gens qui ont accès au championnat sans filer un rond à DAZN. C'est une connerie de plus, mais on a l'impression que c'est leur spécialité. Jean-David Bedel me dit: que dirais-tu de moderniser ta chaîne YouTube, notamment en te confectionnant un petit arrière-plan tamisé et montrant pourquoi pas tes maillots préférés encadrés, ou même des jeux de foot que tu as beaucoup aimés, ou encore des affiches ou des trophées. Alors il ne t'a pas échappé, Jean-David, que j'étais pas chez moi, que j'étais en location, donc je vais pas mettre des trucs alors que je suis pas chez moi. J'ai pas encore de vision sur la manière dont sera mon prochain intérieur pour voir ce qu'on fera. Est-ce qu'il y aura effectivement une place dédiée? En même temps, j'imagine que si je fais un côté où je mets les affiches de foot et des jeux vidéo, Mélissa va me mettre un coup de boule, elle aura bien raison. Donc écoute, on verra. En même temps, j'aime bien aussi un peu le côté roots de mes trucs, parce que s'il faut être déguisé en supporter du PSG avec un fond vert, vous avez d'autres gens à aller voir sur YouTube que moi. Yves Perry me dit: en dehors des sportifs, as-tu des relations proches avec des acteurs, chanteurs ou écrivains? Oui, évidemment, dans ma carrière, j'ai croisé et sympathisé avec beaucoup d'acteurs et quelques chanteurs, Malik Bentala, Nawel Madani, Patrick Fiori, Matt Pokora bien sûr, Denis Podalides, François-Xavier de Maison, Laurent Deutsch, voilà, tout ça c'est des gens. Alors on s'appelle pas tous les jours au téléphone, mais on a toujours un petit contact, et quand on se voit, c'est toujours un plaisir. Geoffrey Hanoff me dit: quels sont tes rapports avec Laure Boulot depuis ton départ de Canal? Inexistant. Jean-David Bedel me dit: 2 face à Pierrot par semaine, perso moi je signe. En revanche, ta femme ne pète-t-elle pas les plombs entre les nombreux matchs, tes débriefs et les face à Pierrot? Peut-être elle clame-t-elle d'être plus souvent avec toi, ou l'inverse, te soutient-elle à fond dans cette activité? Je pense qu'elle en a rien à cirer. Elle vit sa vie. N'oublions jamais que Mélissa a 24 ans de moins que moi. Donc voilà, elle vit sa vie. Depuis qu'on est à la Baule, elle a beaucoup plus d'amis et elle sort beaucoup plus que quand on était dans les Yvelines, à 40 km de Paris et un peu loin de tout. Là, et puis elle travaille. Là, elle a travaillé ces 2 derniers jours dans un restaurant, d'abord directrice de salle, puis en cuisine. C'est tout faire. Quand on aura notre nouvelle maison, elle va certainement lancer son activité de traiteur. Voilà, elle vit sa vie, je la laisse faire. Moi, je vis ma vie, elle me laisse faire. C'est aussi ça la réussite d'un couple. Julien Bonichot me dit: que penses-tu du choix de Luis Enrique de titulariser Safonov au lieu de Donnarumma? Simple rotation ou véritable rebattement des cartes à ce poste? CF, l'interview post-match d'Enrique. Je pense que déjà, si on a tous compris un truc, c'est qu'il ne faut pas trop tenir compte de ce que dit Enrique dans ses interviews, puisqu'il nous le dit, il nous prend pour des cons. Donc pourquoi croire sur parole ce qu'il raconte? Il faudra voir si c'est Safonov qui est dans le but contre l'Atlético ou si c'est Donnarumma. Si c'est Donnarumma, on verra qui nous a pris pour des cons. Si c'est Safonov, ça voudra dire effectivement que les cartes sont rebattues. En même temps, pour l'instant, je ne vois pas ce qui justifierait que Safonov puisse prendre la place de Donnarumma. Mais voilà, c'est une possibilité. Question de Manu B. Aujourd'hui, Canal+ fête ses 40 ans. Tu leur as rendu hommage dans un post sur Twitter et sur Instagram. Est-ce que ça montre que tu n'es pas rancunier, ou y a-t-il une part de sincérité dans tes posts? Pour être rancunier, il faut en vouloir à quelqu'un. J'ai aucune animosité contre Canal, bien au contraire. Tu sais, la vie, c'est une balance. Effectivement, ça s'est mal fini, mais il y a eu 11 ans de bonheur avec eux. J'oublierai jamais leur attitude, encore une fois, qu'ils ont eu à mon égard lorsque j'étais malade. Et la manière dont ils m'ont accueilli à mon retour de greffe au CFC et même sur l'antenne. Puis au-delà de ça, il faut voir aussi que Canal a 40 ans. Moi, j'y ai passé 11 ans, donc plus de 25% de la vie de Canal a été une vie commune avec la mienne. Et que voilà, je pense que c'est comme si tu vis avec une femme pendant 11 ans. Si ça s'est pas fini
à coup de latte dans la gueule, bah, tu peux aussi lui souhaiter un bon anniversaire. Donc voilà, non, il n'est pas question de rancune, il n'est pas question de quoi que ce soit. C'est juste avec sincérité que je souhaite un excellent anniversaire à quelqu'un qui a compté dans ma vie.